Bonjour à vous et bienvenue dans le 157e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Premier épisode de cette 5e saison, Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album Ce qui me touche, titre que l'on doit à Damien Marie pour le scénario, Laurent Bonneau pour le dessin et qui est publié chez Grand Angle. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants. Échec, album que l'on doit à Victor Lorenzo Pinel, titre à sortir aux éditions Grand Angle. Le Juif arabe, album que l'on doit à Asaf Hanouka, sorti chez Stenkis au mois de juin dernier. Toujours en juin est sorti le 3e tome de Charlotte Impératrice, baptisé Adios Carlotta, série que l'on doit au scénario de Fabien Nury, au dessin de Mathieu Bonhomme, et c'est édité chez Dargaud. Chez Dargaud toujours, nous reviendrons sur le 2e et dernier tome de Harlem, titre que l'on doit à l'auteur franco-canadien Michael. Le jour où les liens se tissent, nouvel album d'une série très feel-good, que l'on doit au scénario de Caroline Rock, du duo Becca, au dessin de Marco, et c'est publié aux éditions Bambou. Et comme toujours, nous refermerons cet épisode avec une réédition, celle des Jours Heureux, réunis dans une intégrale, album que l'on doit à Éric Varnaud et Guy Rêve, et qui est publié chez Le Lombard. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. À n'en pas douter, cette rentrée 2023 en bande dessinée sera riche en belles sorties, et parmi les albums que j'attendais avec une certaine impatience, j'avais noté Ce qui me touche, nouveau projet commun que l'on doit à Damien Marie au scénario et Laurent Bonneau au dessin. Si je parle de nouveaux projets, c'est que le duo nous a déjà gratifié d'un album, sorti en 2014, dont le titre « Ce qui me reste » nous rappelle la proximité dans les thématiques avec le nouveau venu, baptisé « Ce qui me touche ». D'une sensibilité proche qui rend leur travail commun d'une grande fluidité, c'est donc avec plaisir que je me suis plongé dans ce nouveau venu en librairie que l'on pourra retrouver en rayon à partir du 23 août chez Grand Angle. La couverture énigmatique, où un homme de dos fait face à un cerf sur fond jaune et noir, n'en révèle pas trop sur l'histoire que l'on va retrouver au sein des 224 pages de cet ouvrage. Personnage principal de ce récit, on découvre assez rapidement Fabien, lui qui s'échine toute la semaine dans un abattoir où il voit défiler chaque jour des centaines de cochons qu'il doit compter, tuer et vider de leur sang. Fabien, qui a fait des études en art, a rapidement dû mettre de côté son aspiration pour répondre aux attentes plus concrètes du quotidien, à savoir gagner de l'argent pour pouvoir espérer vivre dignement. De la dignité des ouvriers, il en est d'ailleurs question ici. L'album aborde de manière crue et frontale la difficulté du métier qu'exerce Fabien, un métier qu'il n'a pas choisi et qu'il va tenter de mettre à distance. En attendant, c'est aussi dans son quotidien de papa qu'on le retrouve, lui qui vit avec Aude, qui travaille à l'hôpital public, et qui est papa d'une fille de 5 ans qui se prénomme Elisa. Tous les soirs, comme un rituel bien rodé et nécessaire pour sa fille, il s'installe au bout de son lit pour lui lire des histoires, parfois au sein des livres qu'il trouve dans la bibliothèque de sa chambre, et d'autres fois, fruit de son imagination. Essayant de ne pas faire intervenir de cochons dans ses histoires, un beau soir pourtant il en raconte une où un cochon avec un tatouage en forme de cœur et des cerfs se retrouve dans celle-ci. Si ces histoires ont le don d'apaiser son enfant et de l'aider à plonger dans le sommeil, elles prennent une drôle de tournure le lendemain quand Fabien tape en voiture dans un cerf et voit passer un cochon tatoué parmi ceux promis à l'abattoir.
Ce qui pourrait sembler être une simple coïncidence va servir d'élément déclencheur pour un personnage qui va tenter de tirer le fil de ces signaux qui pourraient l'entraîner vers une nouvelle voie et une nouvelle vie. Réflexion sur le monde professionnel, la société qui nous éloigne de nos aspirations, sur le couple, l'art ou encore la paternité, Ce qui me touche est un album qui est vraiment en prise avec la société contemporaine et ses sujets prégnants. Avec beaucoup de justesse et de talent, le duo d'auteurs mélange subtilement la passion et la raison dans une histoire où le réel et le symbolique entrent en friction. D'ailleurs, le dessin de Laurent Bonneau incarne à la perfection cette dualité, lui qui raconte le tout avec un trait où se mélangent la nervosité et la douceur, ce trait si caractéristique que l'on aime retrouver d'un album à l'autre. Pour raconter cette histoire, pour mettre en image le très bon scénario de Damien Marie, il alterne aussi les couleurs dans son récit en fonction des scènes et des situations qu'il est en train de nous montrer. Rehaussant son dessin avec un noir charbonneux, surtout dans les scènes de nuit ou celles qui mettent en scène une certaine violence, il finit d'apporter de l'intensité à un ouvrage aux thématiques multiples. La grande force de cet album est aussi de faire se questionner le lecteur sur ses propres choix de vie, sur la société dans laquelle nous vivons, mais sans faire culpabiliser au regard du parcours de son personnage principal. Alors oui, vous aurez certainement compris que Ce qui me touche fait partie de ces très bons albums de cette rentrée, un titre que je ne saurais trop vous recommander et qui vous fera réfléchir en plus de vous faire passer un bon moment de lecture. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons par un titre qui va sortir réellement dans 2 jours, soit le 23 août, un album que l'on doit à l'auteur espagnol Víctor Lorenzo Pinel, un album qui s'intitule Échec. Au premier abord, surtout si l'on se réfère à la couverture de celui-ci, on pourrait penser que ce titre parle des échecs et raconte l'histoire d'un joueur, mais en réalité, il n'en est rien du tout. Tout au moins, le titre file la métaphore des échecs pour nous parler d'amour et des relations complexes que les humains peuvent entretenir entre eux. Alors si, nous retrouvons tout de même un personnage de ce récit choral qui s'adonne aux échecs dans sa chambre, une certaine Madame Dubois, dame âgée, peu aimable, pensionnaire d'un EHPAD dans lequel elle jouit d'une mauvaise réputation. Les échecs, elle va y initier Samir, jeune bénévole qui vient tenir compagnie aux personnes âgées en EHPAD et qui se donne comme mission de rendre le sourire et de la vitalité à la vieille dame. Marion, qui dirige ce même établissement, est de son côté en pleine procédure de divorce et depuis, elle a du mal à retrouver de l'énergie et de l'entrain au quotidien. Elle peut toutefois s'appuyer sur son personnel, comme Renaud, kiné au sein de l'EHPAD, lui qui vit en couple avec Dany, parti faire de l'humanitaire au Costa Rica. Dans cette galerie de personnages que le premier chapitre met en place, on y découvre aussi Lys, jolie rousse qui aime séduire les hommes et les jette une fois consommés. Mathieu est de son côté comédien, il incarne depuis des années le fameux King dans une série à succès où il accumule les conquêtes parmi ses étudiantes. Tous ces personnages, car il y en a d'autres, ont chacun leur caractère et leurs problèmes, et c'est ce que l'album nous fait découvrir tout au long des 176 pages de ce récit bien orchestré. Mais là où le titre s'avère original, c'est que chacun d'entre eux est comparé à une pièce sur un échiquier, et c'est ainsi que débute une partie passionnante qui se déroule devant nos yeux charmés. D'ailleurs, sans trop en dévoiler pour ne pas gâcher le plaisir de découvrir ce titre et l'évolution de son intrigue, on comprend au fil de la lecture pourquoi Pinel déploie toute cette kyrielle de personnages. Toujours est-il que si le scénario est bien ficelé, il est surtout souligné par un dessin dynamique et expressif qui donne beaucoup de caractère à cet ouvrage. Vous aurez compris que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cet album, un titre dans lequel on se laisse guider par la main sans savoir vraiment où il nous entraîne au final. Chapitré, bien construit et passionnant, on ne peut que souhaiter la réussite à cet ouvrage qui porte le nom d'Échec, un album à retrouver en librairie aux éditions Grand Angle. 2 temporalités, 2 histoires familiales, voilà ce que propose Asaf Hanouka dans son nouvel album sorti en juin dernier et baptisé Le Juif Arabe, album qui joue décidément sur la dualité.
Le dispositif se retrouve d'ailleurs dans l'intégralité de l'ouvrage où une page en noir et blanc, racontant le présent, répond à une page en couleur qui nous transporte à la fin des années 20, moment où l'État d'Israël n'existe pas encore. C'est qu'en Palestine, à cette époque, tout n'est pas parfait, mais juifs et arabes cohabitent, à l'image d'Abraham, arrière-grand-père de l'auteur, dont l'histoire éclaire à la fois les zones d'ombre et les mythes qui existent sur cette période à la fois si proche et si lointaine. C'est que dans la famille Hanouka, la mort d'Abraham est un épisode qui est nimbé de mystère qu'essaye de lever Asaph dans cet album, qui lui a demandé de replonger dans la mémoire familiale et d'interroger celles et ceux qui sont toujours en vie. Abraham était un commerçant qui vivait à Tibériade et qui avait quasiment adopté un jeune orphelin arabe qui avait pris le nom de Ben Sion, à savoir le fils de Sion ou de Jérusalem. Nous sommes en 1929 et les relations entre juifs et arabes commencent à se tendre réellement au point où Abraham est un jour pris à partie en se rendant à Jaffa et ne va devoir son salut qu'à la présence de Ben Sion qui intercède en sa faveur auprès des rebelles pour lui laisser la vie sauve. Pourtant, la légende qui s'est transmise de génération en génération veut que ce soit Ben Sion qui a fini par tuer Abraham, par arme à feu, quelque temps plus tard. C'est donc cette légende qu'interroge l'auteur, interrogation qu'il entrecoupe par ses questions existentielles plus contemporaines dans un présent plus ennuyeux que le noir et blanc essaye de rendre. Le dispositif est vraiment astucieux et fonctionne parfaitement bien. Le passé et l'histoire familiale, dont le père d'Asaph Hanouka est devenu l'un des dépositaires, s'éclairent d'autant plus avec cette mise en parallèle. Il faut dire aussi que le dessin de l'auteur va directement à l'essentiel, ne s'embarrasse pas des faits pour mieux mettre en avant un récit qu'il tenait absolument à raconter avant que ses proches ne disparaissent. Celui qui avait mis en dessin la vie de Roberto Saviano dans l'album Je suis toujours vivant, présenté ici même dans le 120e épisode de notre podcast, continue d'interroger l'intime pour en faire des histoires universelles. Ce sont les éditions Stenkiss qui éditent ce nouveau venu, un album qui tient en 96 pages et dont je recommande la lecture plus que chaudement, tant l'ouvrage est passionnant et éclairant sur les relations entre juifs et arabes. Avec Adios Carlotta, on a enfin pu se précipiter sur le 3e tome des aventures de Charlotte de Belgique et de son mari Maximilien, archiduc d'Autriche, envoyé au Mexique. La série s'appelle Charlotte Impératrice et il a fallu s'armer d'un peu de patience car le tome précédent était sorti en juin 2020, soit quasiment 3 années pour retrouver la suite de cette série à grand spectacle où se mêlent la passion et la politique. C'est à partir d'un véritable fond historique que Fabien Nury a bâti son scénario sur l'histoire de Charlotte de Belgique, unique fille de Léopold Ier, roi des Belges, devenue archiduchesse du Mexique par un jeu d'alliance. Le Mexique est d'ailleurs la scène sur laquelle se déroule ce 3e tome, un Mexique en proie aux divisions et à la rébellion menée par Juarez et ses hommes, un Mexique qui révèle aussi les tempéraments. C'est d'ailleurs la grande force de cette série, réussir à faire se mélanger la petite et la grande histoire avec maestria, un récit porté par le très beau dessin d'un Mathieu Bonhomme qui rend le tout très cinématographique. Avec des cases allongées, très panoramiques, ou des gros plans pour mieux souligner l'expressivité de ses personnages, il donne beaucoup de relief à cette histoire qui en devient dès lors plus que passionnante. Dans ce 3e tome se fait jour l'idée d'avoir une descendance pour un pouvoir royal dont la succession est une donnée importante au moment des alliances. Problème évoqué dans les tomes précédents, en bon coureur de jupons qu'il est, Maximilien a attrapé la syphilis, qui fait que Charlotte souhaite le tenir le plus possible à distance afin de ne pas être touchée par la maladie. Celle qui était amoureuse au moment de se marier a appris aussi à s'endurcir, aidée en cela par l'exercice du pouvoir, et c'est ainsi qu'elle rejette ce mari volage et absent quand celui-ci veut la rejoindre dans sa couche. Bref, la problématique de l'enfance se fait jour, mais comment la résoudre sans que le couple ne puisse avoir de rapport sexuel, c'est aussi l'un des points que soulève le récit. Le tout se fait sur une ambiance fin de règne, dans un Mexique qui rêve de retrouver son indépendance et qui ne souhaite qu'une chose, chasser cet empereur qui tente de durcir son pouvoir pour mettre fin aux velléités de rébellion. Personnage que l'on pourrait imaginer secondaire, Charlotte s'avère en fait centrale dans cette histoire, elle qui impose le respect et que Maximilien écoute de plus en plus pour prendre ses décisions.
Forte et fragile à la fois, subissant et provoquant en même temps, c'est un être complexe que nous propose à voir le duo Nuri-Bonhomme dans cette 3e livrée, un album qui confirme tout le bien que je pense de cette série. Ce sont les éditions d'Argo qui s'occupent de cette série, une série qui mélange habilement la réalité historique et la fiction et qui en fait un incontournable capable de séduire un très large lectorat. Au mois de février de l'année dernière, dans le 120e épisode, je vous faisais découvrir dans la première partie du podcast et à la toute fin où j'avais interviewé l'auteur de cet album, la bande dessinée Harlem. Histoire passionnante qui se décline en 2 tomes et que l'on doit à l'auteur franco-canadien Michael, elle nous entraîne dans le New York des années 30, une période où plusieurs mafias dirigent les différents trafics de la ville qui ne dort jamais. À Harlem, quartier afro-américain, où la communauté noire est fortement présente, c'est une femme de caractère qui fait la loi et qui a fait main basse sur une activité très lucrative, celle de la loterie clandestine. Problème, un Hollandais du nom de Dutch Schultz compte bien récupérer ce juteux trafic, même si pour cela il doit liquider sa principale adversaire, Stephanie Sinclair. C'est donc dans ce climat que nous sommes plongés dans ce 2e tome, un épisode où l'on retrouve les personnages que l'on a adoré suivre l'an passé dans la première partie. Le découpage très cinématographique que propose Michael permet d'être aspiré immédiatement dans cette suite, d'autant que son dessin est rehaussé par une palette de couleurs tirant sur le sépia et le vert de gris de toute beauté. Seules les quelques scènes qui nous plongent dans le passé de Stephanie Sinclair ont droit à un autre traitement avec des couleurs bleutées d'où émerge le doré d'une femme qui rêve justement de faire fortune. On continue de comprendre d'où lui vient cette rage, elle dont les origines antillaises sont ici rappelées, explication aussi des grosses fourrures qu'elle porte en permanence pour mieux supporter le climat plus froid de New York. La grande force de ce diptyque est aussi d'immerger complètement le lecteur dans ces années-là, des années où la police est corrompue par la pègre, où Lucky Luciano fait régner sa loi, et où la population noire américaine continue d'être humiliée en permanence. C'est donc d'autant plus impressionnant de voir Stephanie Sinclair composer au quotidien face à ce monde viril et violent, une Stephanie Sinclair qui continue de susciter l'admiration et bien plus du journaliste Robert Bishop. Agrémenté d'un petit cahier graphique en fin d'album dans sa première édition, ce second tome vient conclure ce que l'on pourrait appeler la trilogie new-yorkaise de l'artiste Michael après ses 2 autres diptyques, Giant et Boot Black. Disponible en librairie depuis le 18 août dernier aux éditions d'Argo, on peut enfin lire l'intégralité d'Harlem, un titre que je vous recommande chaudement si vous voulez découvrir la vie de celle que l'on surnommait Queenie. Quoi de mieux que l'été et les vacances pour voir débarquer en librairie un nouveau tome de la série Le Jour Où, série feel-good par excellence que l'on doit au scénario de Caroline Rock, du duo de scénaristes Becca, et au dessin de Marco. L'attelage se connaît bien puisque c'est déjà le 7e tome qui arrive en librairie et l'on prend toujours le même plaisir à se plonger dans chacun de ces albums. Chaque titre fait preuve d'une certaine douceur et propose un arrière-plan philosophique dont l'objectif est de réfléchir à sa propre existence, ici au lien que l'on peut tisser avec les autres, avec la nature et avec soi-même. Pour cela, on y retrouve le personnage de Clémentine, que l'on suit d'album en album, sans pouvoir parler pour autant d'histoires à suivre, elle que l'on retrouve toujours avec grand plaisir. On la découvre jeune fille dans un premier récit où, marquée par l'histoire de la Belle au bois dormant quand elle était jeune, elle aimait s'allonger sur un banc et réclamer un baiser à ses parents pour se réveiller. Cette demande qu'elle formulait étant petite était une manière directe de demander de l'attention et de l'amour, une façon de se connecter aux autres, comme elle le fera adulte, allongée dans la nature pour tenter de tisser un lien avec celle-ci et soigner ses chagrins. En creux de cette première histoire, la relation que l'on met en place avec sa propre famille, avec des parents qui parfois ont du mal à le tisser avec leurs propres enfants, encore plus quand ces mêmes parents pêchent dans la communication entre eux. L'album déploie ainsi plusieurs petites histoires, plus négatives que sur les précédents albums, où parfois l'âge adulte répond à l'âge de l'enfance pour montrer combien il n'est pas toujours simple de tisser ce lien et de l'entretenir avec le temps. Celui-ci peut d'ailleurs changer de nature, mais il est aussi montré que parfois ce même lien sera à construire dans l'existence avec les personnes qui nous entourent, faisant de nos amis une famille que l'on s'est choisie.
Au-delà des sexes et des âges, l'être humain est un animal social, semble nous rappeler cette bande dessinée, et c'est pour cela qu'il a besoin de vivre entouré des autres en permanence, comme c'est le cas ici pour Clémentine. Cet épisode, un peu moins joyeux que les précédents, est encore porté par le très beau dessin, tout en rondeur et en délicatesse, de Marco, lui qui a vraiment le don pour mettre en image cette série de la plus belle des façons possibles. Il déploie une vraie poésie visuelle, prenant le temps d'installer des ambiances, bien que chaque histoire soit courte, un dessin rehaussé par les très belles couleurs de Maëla Cosson. Sorti le 9 août dernier aux éditions Bambou, ce nouveau venu, qui propose plusieurs histoires courtes, se déploie en 72 pages et fait partie de mes titres coup de cœur de ce mois d'été, comme pour chacun des tomes précédents. Comme pour chaque épisode, nous concluons en donnant de la place à un ouvrage de retour en librairie, sous la forme d'une intégrale ou d'une réédition, et pour cet épisode, nous voulions revenir sur Les Jours Heureux, qui se voient réédités en intégrale. Sorti à l'origine en 2015 et 2016, en 2 volets, les éditions Le Lombard ont eu la très bonne idée de rééditer dans un seul et unique tome cette histoire passionnante. C'est au talentueux duo, Éric Varnaud et Guy Rêve, que nous devons cet album, duo qui travaille ensemble depuis plus de 30 ans et qui a produit de superbes titres comme Liberty, que je vous avais présenté ici même dans le 143e épisode. Le duo aime ancrer ses histoires dans des périodes historiques propices à faire vivre des récits où se mélange la dramaturgie historique avec la comédie des sentiments, et c'est encore le cas avec Les Jours Heureux. Cet ouvrage s'inscrit d'ailleurs dans une saga, débutée avec Les Temps Nouveaux en 2011, mais peut se lire indépendamment des titres précédents sans aucun souci. Nous sommes plongés dans les années 50 et l'on y retrouve Thomas Deschamps, personnage central de cette histoire, devenu propriétaire d'une exploitation de café au Congo belge au moment où un mouvement de décolonisation est en marche sur le continent européen. En couple avec Hortense, congolaise, qu'il va laisser au pays, il doit rentrer d'urgence en Europe pour rendre visite à Rose, qu'il considère comme sa mère et qui va rendre son dernier souffle. Ce retour en métropole est pour lui l'occasion de renouer le fil avec ses amis et ses connaissances, comme la jolie blonde Alice avec qui il va entretenir une relation passionnelle. Mais en Europe, arrestation et mise sous surveillance des sympathisants de l'Algérie indépendante rendent le climat pesant, surtout pour Bernadette, la fille de Thomas, qui fait de brillantes études de droit et qui a des sympathies pour ces réseaux clandestins. C'est ce canevas que déploie le duo, un canevas qui perd parfois le lecteur en route, mais qui est aussi passionnant avec ce contexte historique parfaitement retranscrit en images comme dans les faits. Il faut dire aussi que l'album est porté par le superbe dessin du duo, qui fonctionne à 4 mains et dont les aquarelles mettent bien en avant les décors exotiques et urbains de cette saga. Titre qui peut paraître trompeur, Les Jours Heureux sait mettre en lumière toute la violence physique et symbolique de cette époque dont on a espoir qu'elle débouchera sur une période plus juste et égalitaire. Sorti dans la prestigieuse collection signée des éditions du Lombard, Les Jours Heureux se déploie ici dans une intégrale qui fait 128 pages et que j'ai pris grand plaisir à redécouvrir. Ainsi se termine ce 157e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Ce qui me touche, titre que l'on doit à Damien Marie au scénario, Laurent Bonneau au dessin et qui se retrouve édité chez Grand Angle. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 4 septembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.